Allez, tout de suite, on commence par les infos de la semaine à retenir. Toujours avec vous, mon cher Grégoire. Et politique d'abord, Jean-Marie, avec une mesure choc qui pourrait relancer l'achat des logements neufs. En fait, une mesure pour relancer tout un secteur en difficulté, le secteur du neuf, un secteur en crise alors que l'on estime à 500 000 logements neufs construits par an, à peu près pour répondre aux besoins de logement. Un objectif bien loin des standards actuels, puisque l'on se situe plutôt aux alentours des 286 000 pour l'année 2023, d'après les chiffres de la Fédération française du bâtiment. Et autant le dire tout de suite, 2024 ne s'annonce pas mieux. Conscient de ça, le gouvernement propose d'exonérer les droits de succession et de donation pour l'achat d'un bien immobilier neuf. Une proposition qui pourrait être incluse dans le projet de loi de finances pour 2025 et qui encouragerait les Français à investir dans la construction neuve. Concrètement, ce projet permettrait d'acquérir un bien et de le transmettre à ses enfants sans les taxes habituellement appliquées. L'exonération, elle porterait jusqu'à 150 000 euros par donateur et par donataire, c'est pas mal. Et elle pourrait aussi encourager l'acquisition des résidences principales ou l'investissement locatif. Alors, ce serait quoi concrètement, Grégoire, les effets d'une telle mesure ? Si on revient quelques années en arrière, Jean-Marie, on peut se rappeler d'une initiative similaire qui avait été prise par le gouvernement Balladur. Alors moi, j'étais à peine né, on était dans les années 90, mais j'étais un peu jeune pour m'en souvenir, mais celle-ci, elle avait permis de relancer un marché en pleine crise. Cette exonération, en fait, elle permettrait à l'État de récolter immédiatement la TVA de 20% sur les logements neufs, tout en reportant la perte de recettes fiscales à long terme. Alors oui, certains craignent un manque à gagner pour les finances publiques au moment de la succession ou lors des donations, mais les promoteurs immobiliers, eux, ils insistent sur l'effet immédiat que cette mesure, c'est une grosse surprise, effet immédiat que cette mesure pourra avoir sur la reprise de la construction et la mise à disposition de logements pour les jeunes générations. Dernière précision, il s'agit d'une mesure qui serait temporaire, puisqu'elle ne durerait que 18 mois à partir de son entrée en vigueur en janvier 2025. Quoi qu'il en soit, les discussions sont en cours entre les membres du gouvernement et les parlementaires qui portent cette proposition. Et bon courage à ceux qui la portent avec le gouvernement qui doit faire quand même beaucoup d'économies. Grégoire, on continue les infos de la semaine à retenir avec une information intéressante pour les primo-accédants, ceux qui achètent leur premier logement, appartement ou maison. Vous êtes jeune, vous souhaitez investir dans la pierre, je dois vous avertir que vous allez vous faire draguer par les banques. Ça y est. De nouveau, alors que la fin de la crise de l'immobilier se profile et que les taux de crédit baissent, les banques se tournent de nouveau vers les potentiels jeunes investisseurs. Si vous êtes dans ce cas, sachez que vous pourrez obtenir des conditions de crédit très intéressantes entre prêt à taux zéro auprès de l'État, prêt à taux zéro de la part de votre banque pour une partie de l'emprunt, durée de prêt allongée. Les banques déroulent enfin le tapis rouge pour les primo-accédants, Jean-Marie. Et là, vous allez me dire quel intérêt pour les banques, finalement. C'est simple, c'est un pari sur l'avenir. Après 2 années de hausse des taux d'emprunt et des projets immobiliers gelés, les capacités de financement retrouvées pour les jeunes ménages font que les banques repartent à l'offensive. Elles proposent donc des conditions spécifiques aux primo-accédants, comme un taux bonifié, des prêts accordés aux personnes qui n'ont pas de CDI, ça on l'avait vu il y a quelques semaines, ou encore des plages de remboursement plus longues, puisque cela peut aller jusqu'à 30 ans. Une drague pour espérer les fidéliser durablement et leur vendre d'autres produits. Exactement. À lire aussi dans La Voix du Nord ce matin chez nos confrères, les pistes de la ministre du Logement Valérie Létard pour sortir de la crise, notamment peut-être revoir le calendrier des logements qui ne seront plus louables dans quelques mois. Ça intéressera tout le monde. Évidemment, on y reviendra un peu plus tard dans cette émission. On termine par une info insolite, Grégoire ? Oui, Jean-Marie, cette fois, on va parler d'architecture d'intérieur. Alors, d'après une très sérieuse étude de l'Association des architectes américains publiée outre-Atlantique, le salon et la salle à manger vont progressivement disparaître de nos logements. Pourquoi ? La crise du marché de l'immobilier, la croissance de la population et l'évolution de nos modes de vie nous poussent progressivement à repenser l'usage que l'on a de nos logements. On va manger dans quoi ? Dans son lit ? Justement, les mètres carrés sont de plus en plus chers et nos appartements seront donc de plus en plus petits. Et selon la dernière étude du gouvernement français sur le logement qui date de 2020, selon le degré d'occupation du logement tel que défini par l'INSEE, 14,5% des personnes de moins de 30 ans et 15,3% des personnes de 30 à 39 ans sont en situation de surpeuplement. Dans ces conditions, les gens allouent le peu d'espace qu'ils ont à la chambre à coucher. Normal. Et moins du coup au salon et à la salle à manger. Donc ça veut dire que le salon et la salle à manger fusionnent, voire la cuisine. Disparaissent. Et puis surtout, il y a aussi une évolution de nos modes de vie, soyons clairs. Selon un commentaire sur l'étude relayée dans la presse américaine, la plupart des logements sont aujourd'hui construits pour, je cite, glander en regardant Netflix. Et du coup, ça, c'est pas forcément dans le salon ou la salle à manger, c'est plus sur son lit. L'étude va même plus loin. Tables et chaises auraient tendance à disparaître de nos espaces de vie. De plus en plus d'habitants se détendent, voire mangent sur le canapé ou le lit. Bref, il ne fait pas bon vivre pour un salon ou une salle à manger. Dernier point quand même historique, Jean-Marie, rappelons tout de même qu'il ne s'agit
d'une invention qui est quand même, elle est plutôt récente à l'échelle humaine. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle, en effet, pour que le salon ou la salle à manger apparaissent. La société moderne de l'époque met progressivement en place des espaces privés pour partager des moments de convivialité et répondre à une certaine recherche de confort, surtout dans les milieux les plus aisés. Bah écoutez, c'est pas grave si les moments de convivialité seront dans les lits plus tard. Écoutez, on va faire contre mauvaise fortune. Bon cœur, on s'adapte, exactement. Merci beaucoup Grégoire Darico.